Imaginez, vous êtes une jeune mariée nommée Margot, à peine âgée de 15 hivers, debout au seuil d'une cabane en pierre en 1347 après J.C. Alors que votre nouveau mari, Henrique, s'approche de votre lit conjugal, les roseaux sous vos pieds nus crépitent à chaque pas nerveux. La lumière des bougies scintille sur son visage hâlé. Il a presque le double de votre âge, choisi par votre père pour ses 3 pores et son demi-acre d'orge. Vos mains tremblent alors que vous serrez la chemise de laine grossière que votre mère a cousue pour cette nuit même, la même qu'elle portait, et sa mère avant elle. À travers les murs minces, vous pouvez entendre ses amis dehors, ivres d'orge, criant des encouragements grossiers et battant des casseroles avec des cuillères en bois. Ils ne partiront pas avant d'avoir la preuve de la consommation du mariage. Votre souffle se coupe en courte haleine alors que les doigts cailleux d'Henrique cherchent la corde de cuir à votre cou et vous vous demandez si les avertissements murmurés de votre mère concernant les devoirs conjugaux pourraient vous préparer à ce qui va se passer dans cette pièce exiguë et enfumée qui sent la laine mouillée et les corps non lavés. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est la réalité de l'intimité médiévale. Un monde où les pratiques sexuelles étaient façonnées par la superstition, la terreur religieuse et des instincts de survie qui sembleraient totalement étrangers à notre compréhension moderne de la romance et du désir. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez apprendre les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et veuillez commenter ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ces anciennes histoires ensemble, de différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. La chambre à coucher médiévale était un champ de bataille, où les corps devenaient des territoires politiques, où la doctrine de l'Église se heurtait aux traditions païennes, et où les moments les plus intimes de la vie humaine étaient régis par des règles si bizarres et restrictives qu'elles feraient frémir une personne moderne. Ce n'étaient pas seulement des choix personnels, c'étaient des questions de salut éternel, d'honneur familial et littéralement de vie et de mort. Laissez-moi vous ramener au monde de Margot, où le concept de viol conjugal n'existait pas parce que les femmes étaient des biens, où le sang menstruel était considéré comme si dangereux qu'il pouvait tuer les récoltes, et où la mauvaise position sexuelle pouvait condamner votre âme aux enfers pour l'éternité. Dans l'Europe médiévale, le lit conjugal n'était jamais vraiment privé. La communauté, l'Église et les superstitions ancestrales avaient toutes un intérêt dans ce qui se passait entre un mari et sa femme. Lorsque Margot épousa Henrique à l'automne 1347, leur union ne fut pas célébrée avec du champagne et des danses. Ce fut une transaction commerciale scellée par des fluides corporels, observée par des voisins qui avaient tout à fait le droit de demander la preuve de la consommation du mariage. Le rituel de la nuit de noces commençait bien avant que le couple ne se touche. Venait d'abord la cérémonie de couchage, où les invités de mariage traînaient littéralement les mariés dans leur chambre, les déshabillaient en chantant des chansons coquines, puis restaient à l'extérieur de la porte à écouter les sons qui confirmeraient que le mariage était légalement contraignant. Les amis d'Henrique ne partaient pas avant d'entendre les cris de douleur de Margot, preuve que son hymen avait été rompu et que le mariage était consommé. Mais c'est là que l'intimité médiévale devient vraiment bizarre. L'Église enseignait que même les couples mariés pouvaient commettre des péchés mortels dans leur propre lit. Saint Jérôme, écrivant au IVe siècle, déclarait qu'un homme qui aime sa femme trop ardemment est un adultère. Les pères de l'Église croyaient que le plaisir excessif, même au sein du mariage, était une corruption de l'âme. Ce n'était pas seulement une théorie théologique. Cela façonnait tous les aspects de la pratique sexuelle médiévale. Thomas d'Aquin, le grand théologien médiéval, a établi des règles explicites pour les couples mariés dans sa Somme théologique vers 1265. Les rapports sexuels n'étaient acceptables que certains jours de la semaine, certaines saisons et dans une position spécifique, l'homme au-dessus, la femme en dessous, face à face. Toute déviation était considérée comme contraire à la nature et donc pécheresse. Les relations sexuelles orales étaient entièrement interdites, tout comme les relations sexuelles pendant les menstruations, la grossesse ou l'allaitement. L'Église calculait que si toutes ces règles étaient respectées, les couples mariés ne pourraient avoir des relations sexuelles qu'environ 50 jours par an.
Margot aurait appris ces règles de sa mère, qui les avait apprises du curé du village lors de la confession. Le poids de la damnation éternelle planait sur chaque moment intime. Lorsque Henrique la toucha un mercredi interdit pendant le carême, elle se trouvait face à un choix impossible: se soumettre à la volonté de son mari et risquer son âme, ou refuser et affronter sa colère dans un monde où la violence conjugale était non seulement légale, mais attendue. La compréhension médiévale de la sexualité féminine reposait sur des malentendus fondamentaux qui persisteraient pendant des siècles. Les textes médicaux de cette période, influencés par les sources grecques et romaines antiques, enseignaient que les femmes étaient essentiellement des hommes défectueux. Leurs organes génitaux étaient simplement considérés comme des versions inversées des organes génitaux masculins. Le vagin était considéré comme un pénis à l'envers et les ovaires comme des testicules internes. Ce n'était pas une simple ignorance, c'était un savoir médical codifié, enseigné dans les universités à travers l'Europe. Ces croyances avaient des conséquences profondes sur la manière dont les gens du Moyen Âge comprenaient le désir et le plaisir féminin. Le médecin Constantin l'Africain, écrivant au XIe siècle, affirmait que les femmes connaissaient le plaisir sexuel différemment des hommes. Elles avaient besoin d'une stimulation prolongée et de plusieurs orgasmes pour concevoir. Cela a conduit à la croyance médicale bizarre que le viol ne pouvait pas entraîner une grossesse parce qu'une femme ne pouvait pas atteindre le plaisir nécessaire. Si une femme tombait enceinte après un viol, les tribunaux médiévaux le prenaient souvent comme preuve qu'elle avait apprécié l'expérience et était donc partiellement responsable. La mère de Margot l'aurait pu être mise en garde contre l'utérus errant, une affection que les médecins médiévaux pensaient pouvoir provoquer l'hystérie, la folie et même la mort. Ils pensaient que l'utérus pouvait littéralement se déplacer à l'intérieur du corps d'une femme, montant pour étrangler son cœur ou descendant pour s'échapper par son vagin. Les traitements comprenaient la fumigation du vagin avec des odeurs agréables pour attirer l'utérus à sa place ou l'application de substances malodorantes sur le nez pour le repousser vers le bas. La période médiévale a hérité d'un réseau complexe de croyances sur la fertilité issue de traditions païennes que l'Église n'a jamais réussi à éradiquer complètement. Les sages-femmes des villages, souvent qualifiées de sorcières par les générations suivantes, conservaient une connaissance clandestine des herbes, des rituels et des pratiques destinées à favoriser la conception, à prévenir la grossesse ou à assurer la naissance d'enfants mâles. Dans les forêts environnant le village de Margot, les femmes cueillaient des plantes spécifiques à la pleine lune. La menthe poivrée et la grande camomille étaient transformées en thé qui pouvait prévenir la grossesse. Bien que la dose entre la contraception et la mort soit dangereusement fine, la racine de mandragore, en forme de figure humaine, était considérée comme augmentant la fertilité lorsqu'elle était portée comme un amulet contre la peau. La racine était si précieuse que des versions contrefaites faites de bois de ronces sculptés étaient courantes sur les marchés médiévaux. L'Église condamnait officiellement ces pratiques comme de la sorcellerie, mais même les chrétiens dévots ne pouvaient pas les abandonner complètement. La ligne entre la médecine populaire et la magie était impossibilité floue. Une femme pouvait prier Sainte Marguerite pour un accouchement sans danger, tout en enterrant simultanément un morceau de placenta sous son seuil pour assurer sa fertilité future. Elle pouvait porter un crucifix à l'église, tout en cachant un morceau d'ambre entre ses seins pour prévenir une fausse couche. La contraception médiévale était un mélange dangereux de superstition, de poison et de désespoir. On enseignait aux femmes de sauter en arrière 7 fois après les rapports sexuels pour prévenir la conception ou de boire du vin mélangé à des abeilles broyées. Plus dangereuses encore étaient les potions à base de mercure, de plomb et d'autres substances toxiques qui tuaient souvent la femme ainsi que toute grossesse potentielle. Les conséquences d'une grossesse non désirée étaient terribles. Dans un monde sans contraception fiable, les femmes étaient confrontées à la menace constante de mort lors de l'accouchement. Les taux de mortalité maternelle étaient effrayants. Une femme sur 3 mourait pendant ou peu après l'accouchement. Pour les femmes non mariées, une grossesse signifiait souvent la ruine sociale, l'exil ou la mort. La pratique de l'infanticide, bien que officiellement condamnée, était largement considérée comme le dernier recours d'une femme désespérée. Les négociations matrimoniales médiévales se déroulaient comme des campagnes militaires, les corps étant le principal champ de bataille.
Lorsque le père de Margot arrangea son mariage avec Henrique, sa virginité était littéralement sa dot, plus précieuse que tout or ou bétail qu'il aurait pu offrir. L'hymen devint une monnaie d'honneur, échangée entre les familles comme preuve de la pureté de leur fille et de leur propre réputation. La nuit de noces ne concernait pas seulement la consommation du mariage, il s'agissait de la vérification publique de la virginité de la mariée. Les draps ensanglantés seraient présentés à la foule rassemblée comme preuve de la légitimité du mariage. En l'absence de sang, la mariée pouvait être renvoyée à sa famille en disgrâce, qualifiée de fraudeuse, voire tuée pour fraude. La pression sur les jeunes mariées était énorme. Certaines se piqueront secrètement les doigts ou cacheront du sang de poulet pour falsifier les preuves que leurs nouvelles familles exigeaient. Mais la conception médiévale de la virginité était fondamentalement erronée. On pensait que l'hymen était une membrane solide qui bloquait complètement l'ouverture vaginale, alors qu'il s'agit en réalité d'un tissu partiellement flexible. On pensait que son absence était une preuve absolue d'activité sexuelle, alors qu'en fait, il peut être déchiré par l'équitation, le levage de charges lourdes ou simplement par une variation anatomique naturelle. La doctrine de la consommation du mariage de l'Église a engendré ses propres pratiques bizarres. Un mariage n'était pas considéré comme légalement contraignant tant que le rapport sexuel n'avait pas eu lieu, ce qui signifiait que prouver ou réfuter la consommation du mariage devenait une question d'enquête juridique. Les tribunaux ecclésiastiques examinaient à la fois le mari et la femme, les interrogeant séparément sur les détails intimes de leur nuit de noces. Ils inspectaient le corps de la femme pour y rechercher des signes de pénétration et interrogeaient les voisins sur ce qu'ils avaient entendu à travers les murs. Les positions sexuelles médiévales étaient strictement réglementées par la doctrine de l'Église, mais la réalité était beaucoup plus complexe. La position missionnaire n'était pas seulement préférée, c'était la seule position qui ne condamnerait pas votre âme aux enfers. L'Église enseignait que toute position plaçant la femme au-dessus était contraire à la nature parce qu'elle violait l'ordre naturel de la domination masculine. L'acte anal était considéré comme bestial, reliant la sexualité humaine aux pratiques d'accouplement animal. Pourtant, la littérature médiévale laisse entrevoir une réalité plus complexe. Les fabliaux, contes comiques et obscènes populaires dans la France médiévale, décrivent des rencontres sexuelles qui auraient scandalisé les autorités ecclésiastiques. Ces histoires, souvent racontées par des ménestrels itinérants dans les tavernes et sur les places de marché, révèlent un monde parallèle où les couples expérimentaient des pratiques interdites malgré la menace de damnation éternelle. Le poète français Andreas Capellanus, écrivant vers 1184 après J.C., décrivait des rituels de cour élaborés qui incluaient des instructions détaillées sur les positions et les techniques sexuelles. Son œuvre suggère qu'au moins parmi la noblesse, il existait une compréhension sophistiquée du plaisir sexuel qui allait bien au-delà des enseignements restrictifs de l'Église. Cependant, ces pratiques étaient des secrets dangereux. Leur découverte pouvait entraîner l'excommunication, l'exil ou la mort. Les gens du Moyen Âge vivaient dans la terreur des démons sexuels qui, croyait-on, se nourrissaient des humains pendant leurs moments les plus vulnérables. Le succube et l'incubus n'étaient pas de simples légendes, ils étaient des faits médicaux et théologiques admis. Les autorités ecclésiastiques enseignaient que ces démons pouvaient prendre forme humaine pour séduire les hommes et les femmes, leur volant leur force vitale par le coït. Le succube, un démon féminin qui séduisait les hommes, était accusé d'émissions nocturnes, de rêves sexuels et de toute pensée sexuelle en dehors du mariage. Les théologiens médiévaux ont élaboré des théories complexes sur le fonctionnement de ces démons. Ils croyaient qu'un démon pouvait d'abord prendre forme féminine pour recueillir le sperme d'un homme, puis se transformer en forme masculine pour imprégner une femme avec le sperme volé. Tout enfant né d'une telle union était considéré comme maudit ou démoniaque. L'incubus représentait une menace encore plus grande pour les femmes du Moyen Âge. Ces démons mâles étaient censés être physiquement plus forts que les humains et capables de maîtriser leurs victimes. Les femmes qui rapportaient des rêves ou des expériences sexuelles qu'elles ne pouvaient expliquer étaient souvent accusées de collusion avec les démons. La ligne entre victime et sorcière était terriblement fine. La paralysie du sommeil,
aujourd'hui comprise comme un phénomène neurologique, était interprétée comme une agression sexuelle démoniaque. Les hommes et les femmes qui se réveillaient incapables de bouger, souvent avec la sensation d'une pression sur la poitrine, étaient considérés comme victimes d'une attaque démoniaque. L'Église prescrivait des rituels élaborés d'exorcisme et de purification, mais de nombreuses victimes suspectées étaient brûlées vives comme des sorcières. La compréhension médiévale des menstruations était enracinée dans la terreur et la superstition qui allaient perdurer pendant des siècles. Le sang menstruel était considéré comme un poison, si toxique qu'il pouvait tuer les cultures, gâter le vin et faire perdre leur virilité aux hommes. Le naturaliste romain Pline le Vieux, dont les œuvres étaient encore étudiées dans les universités médiévales, affirmait que le sang menstruel pouvait rendre les chiens fous et rendre les couteaux moins tranchants. Les femmes, pendant leur cycle menstruel, étaient considérées comme des pollueuses dangereuses qui devaient être isolées de la société normale. Elles ne pouvaient pas entrer dans les églises, préparer des aliments ou toucher des objets sacrés. Dans de nombreux villages, les femmes menstruées étaient obligées de vivre dans des cabanes spéciales à l'extérieur de la communauté jusqu'à ce que leur saignement cesse. L'Église enseignait que les menstruations étaient le châtiment de Dieu pour le péché originel d'Ève, faisant de chaque cycle mensuel un rappel de la honte féminine. Le manque de compréhension des menstruations a engendré des pratiques médicales bizarres. Les médecins pensaient que le sang menstruel qui n'était pas correctement expulsé du corps s'accumulerait et empoisonnerait la femme de l'intérieur. Ils prescrivaient des saignées, des purgations et d'autres traitements dangereux pour équilibrer les humeurs féminines. Certains médecins recommandaient les rapports sexuels comme remède aux troubles menstruels, pensant que le sperme masculin pouvait neutraliser les effets toxiques du sang menstruel. Les femmes du Moyen Âge ont développé leurs propres connaissances secrètes sur la gestion de leur cycle. Elles utilisaient de la mousse, des chiffons et de la peau de mouton comme protection menstruelle primitive. Elles suivaient leur cycle selon les phases lunaires et développaient des remèdes à base de plantes pour soulager les crampes et réguler leur flux. Ces connaissances étaient transmises de génération en génération de femmes, soigneusement cachées aux médecins et aux autorités ecclésiastiques qui pouvaient les condamner comme de la sorcellerie. La période médiévale a vu l'essor de théories élaborées sur la compatibilité sexuelle basées sur les signes astrologiques, les humeurs corporelles et les caractéristiques physiques. Les médecins médiévaux pensaient que le plaisir sexuel et la fertilité dépendaient de l'équilibre approprié des humeurs chaudes et froides, humides et sèches chez les deux partenaires. Un mari chaud pourrait être incompatible avec une femme froide, entraînant des dysfonctions sexuelles et une infertilité. L'examen physique des futurs époux était courant chez les familles riches. Les médecins examinaient le corps de la mariée pour détecter des signes de son tempérament sexuel. Des hanches larges indiquaient la fertilité, tandis que des hanches étroites suggéraient la stérilité. La taille et la forme du pénis du marié étaient analysés pour leur compatibilité avec sa future épouse. Ces examens étaient effectués avec le même détachement clinique que pour l'examen du bétail. Les autorités ecclésiastiques ont développé leur propre théorie sur la compatibilité sexuelle basée sur des caractéristiques spirituelles plutôt que physiques. Elles enseignaient que les couples qui étaient trop proches, soit par le sang, soit par la parenté spirituelle, seraient maudits par des dysfonctions sexuelles et des enfants monstrueux. Les règles complexes de la consanguinité signifiaient que de nombreux mariages médiévaux étaient annulés plus tard lorsque des liens familiaux inconnus étaient découverts. La sexualité médiévale était profondément liée au concept d'honneur, de honte et de statut social. La puissance sexuelle d'un homme était directement liée à sa réputation de guerrier et de leader. L'impuissance n'était pas seulement un défaut personnel, c'était une humiliation publique qui pouvait détruire la position d'un homme dans sa communauté. Les Français du Moyen Âge ont développé des euphémismes élaborés pour les dysfonctions sexuelles, créant un vocabulaire de la honte qui imprégnait tous les aspects de l'interaction sociale. Pour les femmes, la réputation sexuelle était encore plus fragile. Le moindre soupçon d'impropriété pouvait ruiner les chances de mariage d'une femme et l'honneur de sa famille. Les villes médiévales étaient de petites communautés où chacun connaissait les affaires de son voisin. Une femme vue en conversation avec un homme qui n'était ni son mari ni un parent pouvait être qualifiée de femme dissolue.
Les normes de comportement féminin étaient si restrictives que même les femmes mariées vivaient dans la peur constante des commérages et des accusations. Le système juridique médiéval reflétait ces angoisses sexuelles dans son traitement du viol, de l'adultère et des agressions sexuelles. Le viol n'était pas défini comme un crime contre la femme, mais comme un crime contre l'homme qui la possédait, son père, son mari ou son seigneur. La peine pour viol variait considérablement en fonction du statut social de la victime et du coupable. Un noble qui violait une paysanne pouvait payer une petite amende, tandis qu'un paysan qui violait une noble femme serait confronté à la torture et à la mort. L'adultère était puni encore plus sévèrement, mais seulement pour les femmes. Une femme mariée qui avait des relations sexuelles avec un homme autre que son mari pouvait être tuée par son mari sans conséquences juridiques. Les codes de droit médiévaux accordaient spécifiquement aux maris le droit de tuer leurs épouses adultères et leurs amants s'ils étaient pris sur le fait. Les hommes, cependant, étaient généralement libres d'avoir des relations sexuelles avec des femmes célibataires, des prostituées ou leurs propres servantes sans conséquences juridiques. La période médiévale a vu le développement de rituels de cour élaborés qui allaient influencer la culture européenne pendant des siècles. La tradition de l'amour courtois, popularisée dans la poésie des troubadours, a créé un monde parallèle où le désir sexuel était élevé au rang de quête spirituelle. Ces idéaux romantiques étaient principalement un fantasme littéraire apprécié par la noblesse, mais ils avaient des effets profonds sur la façon dont les gens du Moyen Âge comprenaient la relation entre l'amour et la sexualité. La tradition de l'amour courtois enseignait que le véritable amour ne pouvait exister qu'en dehors du mariage. La dévotion d'un chevalier à sa dame devait rester éternellement insatisfaite, existant dans un état de désir constant qui purifiait l'âme par la souffrance. Cela a créé une division bizarre entre la sexualité conjugale, qui était purement fonctionnelle, et l'amour romantique, qui était purement spirituel. La réalité des courtisages médiévaux était bien plus pragmatique. Parmi les paysans, les jeunes gens pouvaient avoir un certain choix de partenaires conjugaux, mais les considérations économiques l'emportaient toujours sur les préférences personnelles. Une paysanne pouvait favoriser le fils du forgeron, mais si le meunier offrait de meilleures conditions à son père, elle se retrouverait mariée à un homme qu'elle connaissait à peine. Les pratiques de fiançailles médiévales comprenaient des rituels destinés à tester la compatibilité des futurs époux. Dans certaines régions, les couples fiancés étaient autorisés à dormir ensemble vêtus, séparés par une planche de bois appelée planche à embrasser. Cette pratique permettait aux familles d'évaluer la compatibilité physique du couple sans risquer une grossesse ou de violer la doctrine de l'Église concernant les relations sexuelles prénuptiales. La période médiévale a hérité d'une tradition complexe de magie sexuelle et de rituels de fertilité des cultures païennes antérieures. Ces pratiques ont été reléguées au secret par les persécutions chrétiennes, mais n'ont jamais disparu complètement. Les paysans médiévaux ont continué à pratiquer d'anciens rituels de fertilité, souvent déguisés en célébrations chrétiennes ou intégrés à la médecine populaire. La fête de la Saint-Jean a conservé de fortes connotations sexuelles malgré les tentatives de l'Église pour la supprimer. Les jeunes gens passaient la nuit dans la forêt, prétendument pour ramasser des fleurs et des branches pour décorer le village. En réalité, la Saint-Jean était une occasion d'expérimentation sexuelle et de courtisage en dehors des restrictions normales de la vie villageoise. De nombreuses grossesses étaient attribuées à des rencontres de la Saint-Jean, ce qui entraînait une augmentation des naissances en février. Les célébrations de mariage comprenaient de nombreux rituels de fertilité destinés à assurer le succès reproductif du couple. La mariée pouvait être arrosée de grains ou de noix pour encourager la grossesse. Le lit conjugal était béni avec de l'eau bénite, mais aussi secrètement préparé avec des herbes et des amulettes censées améliorer la fertilité. Ces pratiques représentaient une tentative désespérée de contrôler la reproduction dans un monde où la mortalité infantile était dévastatrice et où la survie de la famille dépendait de la production d'enfants en bonne santé. La conception médiévale de la conception était un mélange bizarre de philosophie aristotélicienne, de doctrine chrétienne et de sagesse populaire. Les médecins médiévaux croyaient que les hommes et les femmes produisaient des semences qui se combinaient lors des rapports sexuels pour créer une nouvelle vie.
Ils enseignaient que l'orgasme féminin était nécessaire à la conception, ce qui conduisait à la croyance tragique que les femmes qui étaient enceintes après un viol devaient avoir apprécié l'expérience. Les gens du Moyen Âge ont développé des théories élaborées sur la manière d'influencer le sexe des enfants à naître. Ils croyaient que la conception pendant certaines phases de la lune produirait des enfants mâles, tandis que d'autres produiraient des femelles. La position des étoiles au moment de la conception était censée influencer non seulement le sexe de l'enfant, mais aussi sa personnalité et ses perspectives d'avenir. La période médiévale a vu le développement de méthodes de contrôle et de surveillance sexuelle de plus en plus sophistiquées. L'Église a établi des réseaux d'informateurs qui rendaient compte de la vie privée de leurs voisins. La confession devint un outil pour recueillir des détails intimes sur les pratiques sexuelles, les prêtres interrogeant les pénitents sur leurs moments les plus privés. L'essor de l'Inquisition au XIIIe siècle a entraîné de nouveaux niveaux de persécution sexuelle. Les hérétiques soupçonnés étaient torturés pour qu'ils confessent non seulement leurs croyances religieuses, mais aussi leurs pratiques sexuelles. Les manuels d'interrogatoire utilisés par les inquisiteurs comprenaient des questions détaillées sur les positions sexuelles, la fréquence des rapports et même les sensations physiques ressenties pendant les rapports. Les prisons médiévales prévoyaient des châtiments spéciaux pour les crimes sexuels. Les femmes condamnées pour adultère pouvaient être emprisonnées dans des cages si petites qu'elles ne pouvaient pas se tenir debout, nourries uniquement de pain et d'eau jusqu'à ce qu'elles meurent de faim. Les hommes condamnés pour viol pouvaient être castrés publiquement avant d'être pendus. Ces châtiments extrêmes étaient destinés non seulement à punir les coupables, mais aussi à terroriser toute la communauté pour assurer la soumission sexuelle. La période médiévale a produit une vaste littérature de conseils et d'instructions sexuelles, bien que la plupart en aient été cachés au peuple. Les textes médicaux comprenaient des descriptions détaillées des positions et des techniques sexuelles, mais ceux-ci n'étaient accessibles qu'aux médecins éduqués et aux riches mécènes. L'homme médiéval moyen apprenait le sexe par des conversations chuchotées, des chansons folkloriques et l'expérience amère de l'essai et de l'erreur. L'Église a produit sa propre littérature sexuelle, mais elle était principalement préoccupée par la catalogation des péchés plutôt que par la fourniture de conseils positifs. Les manuels pénitentiels énuméraient des centaines de pratiques sexuelles avec leurs châtiments correspondants. Ces textes révèlent une fascination pour les détails sexuels qui contredit la position officielle de l'Église sur le célibat et la pureté. Les manuels de mariage médiévaux écrits pour les riches mécènes offrent un aperçu de la vie sexuelle de la noblesse. Ces textes offraient des conseils sur tout, des techniques de la nuit de noces à la gestion des relations sexuelles pendant la grossesse. Ils révèlent une compréhension sophistiquée du plaisir sexuel qui était caché à la population générale, mais manifestement pratiquée par ceux qui pouvaient se permettre la discrétion et l'intimité. La période médiévale a vu le développement de méthodes de punition et de contrôle sexuel de plus en plus élaborées. La ceinture de chasteté, bien que probablement moins courante que ne le suggère la culture populaire, représente les mesures extrêmes que certaines personnes du Moyen Âge ont prises pour contrôler la sexualité féminine. Ces dispositifs n'étaient pas seulement des entraves physiques, mais des symboles de la terreur qui entourait l'autonomie sexuelle féminine. Les bordels médiévaux étaient à la fois légaux et illégaux simultanément. L'Église condamnait officiellement la prostitution, mais les autorités séculaires l'autorisaient et la réglementaient souvent. Les villes médiévales maintenaient des quartiers rouges officiels où les prostituées travaillaient sous la supervision du gouvernement. Ces femmes étaient tenues de porter des vêtements distinctifs, de vivre dans des zones désignées et de se soumettre à des examens médicaux réguliers. La période médiévale a engendré certaines des coutumes sexuelles les plus étranges de l'histoire européenne. Le droit de la première nuit, ou droit du seigneur, attribuait soi-disant aux seigneurs féodaux le droit d'avoir des relations sexuelles avec les épouses de leurs paysans le soir de leurs noces. Si les historiens débattent de l'existence réelle de cette pratique, la simple possibilité révèle la vulnérabilité sexuelle totale des femmes paysannes au Moyen Âge. Les gens du Moyen Âge croyaient que les pratiques sexuelles pouvaient influencer tout, des conditions météorologiques au succès des campagnes militaires. Les rois et les nobles consultaient des astrologues pour déterminer les meilleurs moments pour les rapports sexuels, pensant que les forces cosmiques présentes lors de la conception influenceraient le destin de leurs enfants.
Les commandants militaires pouvaient ordonner à leurs soldats de s'abstenir de relations sexuelles avant une bataille, pensant que l'activité sexuelle épuiserait leur vigueur guerrière. La période médiévale a vu le développement de méthodes de surveillance et de contrôle sexuel de plus en plus sophistiquées. Les communautés villageoises ont développé des systèmes élaborés de pression sociale destinés à réglementer les comportements sexuels. Les jeunes étaient rarement autorisés à être seuls ensemble, et les couples mariés étaient censés mener leur vie intime selon les normes communautaires. La compréhension médiévale du plaisir sexuel était profondément influencée par les enseignements religieux sur la nature de l'âme et du corps. L'Église enseignait que le plaisir sexuel était un piège tendu par le diable pour détourner les humains de la contemplation spirituelle. Même au sein du mariage, le plaisir excessif des rapports sexuels était considéré comme un péché qui pouvait condamner l'âme aux enfers. Les gens du Moyen Âge ont développé des techniques élaborées pour gérer le désir sexuel et contrôler leur corps. Le jeûne, les bains froids et la mortification physique étaient utilisés pour supprimer les pulsions sexuelles. Les jeunes étaient instruits pour éviter les situations susceptibles de provoquer une excitation sexuelle, y compris certains aliments, de la musique et des formes de divertissement. La période médiévale a produit une vaste culture souterraine de transgression et de rébellion sexuelle. Malgré les tentatives de l'Église de contrôler la sexualité humaine, les gens du Moyen Âge ont trouvé des moyens d'exprimer leurs désirs et de poursuivre le plaisir. Ce monde parallèle de rébellion sexuelle existait parallèlement à la culture officielle de répression et de contrôle. La sexualité médiévale était façonnée par des considérations pratiques que les gens modernes considèrent rarement. Le manque d'intimité dans les maisons médiévales signifiait que les rapports sexuels avaient souvent lieu dans des espaces partagés avec des enfants, des serviteurs et des membres de la famille élargie. Les sons et les odeurs de l'activité sexuelle faisaient partie de la vie quotidienne d'une manière qui choquerait les sensibilités modernes. La période médiévale a vu le développement de relations de plus en plus complexes entre la sexualité et la classe sociale. Les privilèges sexuels de la noblesse faisaient partie de leur modèle plus large de domination sociale. Les seigneurs et les dames avaient accès à des chambres privées, à des aliments exotiques et à des loisirs qui leur permettaient d'explorer le plaisir sexuel d'une manière impossible pour les paysans. Le mariage médiéval visait avant tout la survie, plutôt que l'amour ou la satisfaction sexuelle. Dans un monde où l'espérance de vie était courte et la mortalité infantile élevée, le but principal du mariage était de procréer des enfants capables de perpétuer le nom de la famille et de travailler la terre. Le plaisir sexuel était au mieux une considération secondaire et souvent perçu comme une distraction dangereuse par rapport à des préoccupations plus importantes. La période médiévale a produit certaines des coutumes sexuelles les plus restrictives de l'histoire européenne, mais elle a également vu le développement de formes sophistiquées de résistance et de rébellion sexuelle. Les gens du Moyen Âge trouvaient des moyens de poursuivre le plaisir et d'exprimer leurs désirs malgré la pression sociale écrasante pour se conformer aux attentes religieuses et sociales. En revenant à Margot dans sa cabane de pierre, les mains d'Henrique encore tendues vers elle dans le clair-obscur de la lumière des bougies, nous pouvons comprendre sa terreur, non pas seulement comme une peur personnelle, mais comme le poids des angoisses sexuelles d'une culture entière pesant sur ses jeunes épaules. Elle porte le fardeau de la doctrine religieuse, de l'honneur familial, de la surveillance communautaire et de son propre désir désespéré de survie dans un monde qui ne lui offre aucune protection. La période médiévale nous rappelle que la sexualité humaine a toujours été façonnée par le pouvoir, la peur et le contrôle social. Les pratiques et les croyances étranges des gens du Moyen Âge nous semblent aujourd'hui étrangères, mais elles sont nées des mêmes besoins et désirs humains fondamentaux qui régissent le comportement sexuel à chaque époque. Comprendre la sexualité médiévale nous aide à reconnaître comment notre propre culture sexuelle reflète les structures de pouvoir et les angoisses sociales de notre époque. L'intimité médiévale n'était jamais vraiment intime. Elle était toujours publique, toujours politique, toujours dangereuse. La chambre à coucher était un champ de bataille où des âmes étaient gagnées et perdues, où l'honneur familial était défendu ou détruit, où les moments les plus privés de la vie humaine étaient régis par des règles qui semblaient conçues pour éliminer le plaisir et maximiser la souffrance.
la période médiévale a produit certaines des coutumes sexuelles les plus restrictives de l'histoire européenne. Mais elle révèle aussi l'incroyable résilience du désir sexuel humain. Malgré des siècles de persécutions religieuses, de contrôle social et de punitions légales, les gens du Moyen Âge ont trouvé des moyens de poursuivre l'amour, le plaisir et les liens intimes. Leurs histoires nous rappellent que la sexualité est l'un des aspects les plus fondamentaux de l'expérience humaine, trop puissant pour être complètement contrôlé par un système d'autorité. Les pratiques sexuelles étranges et souvent troublantes de l'Europe médiévale n'étaient pas simplement le résultat de l'ignorance ou de la superstition. Elles sont nées d'une interaction complexe de doctrines religieuses, de structures sociales, de nécessités économiques et de besoins humains authentiques. Comprendre ces pratiques nous aide à apprécier à la fois le chemin parcouru et le nombre de tensions sous-jacentes qui continuent de façonner la sexualité humaine aujourd'hui. En fin de compte, la période médiévale nous enseigne que la sexualité est toujours politique, toujours dangereuse et toujours essentielle à l'expérience humaine. Les pratiques intimes les plus étranges des gens du Moyen Âge étaient leur tentative pour naviguer dans ces tensions éternelles entre désir et contrôle, plaisir et danger, amour et survie. Leur lutte nous rappelle que la quête de liberté sexuelle et d'intimité authentique n'est pas une invention moderne, mais une aspiration humaine ancienne qui transcende tout moment historique particulier. La lumière des bougies scintille encore sur le visage cerné de Henrique alors qu'il tend la main vers la jeune Margot. Mais maintenant, nous comprenons que ce moment contient tout le poids de la culture sexuelle médiévale, la peur, la superstition, l'espoir désespéré de survie et le désir éternel d'être humain de connexion malgré des chances impossibles. Dans ses mains tremblantes et ses doigts cailleux, nous voyons non pas seulement deux personnes, mais la collision des angoisses et des désirs sexuels d'une civilisation entière, dépeint dans l'espace le plus intime imaginable. Pourtant, jamais vraiment privé, jamais vraiment sûr, jamais vraiment